Salut à toutes et à tous, c'est le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, inédit, hors série avec David Blackat. On va faire plusieurs épisodes comme ça qui seront toujours sur hors série. Tous les mercredis, on les sortira sur YouTube. Et bien avant, vous aurez l'occasion de pouvoir les découvrir sur le Telegram en avant-première. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, en lien dans la description. Ce qu'on peut voir dans ces pays-là, c'est arrivé en Italie, c'est que quand il y a les guides d'achat à l'ancienne, donc les 3 meilleurs aspirateurs, avec une longue page qui explique quels sont les 3 meilleurs aspirateurs, avec les liens Amazon ou je ne sais quoi, ça passe devant les comparateurs de prix. Sauf que il y en a très peu, et il n'y en a pas sur toutes les niches, donc il y a encore la possibilité d'être présent. Alors sur l'Italie moins, mais ça veut dire que là, tu arrives en Italie avec de l'affiliation e-commerce, comme je vais en parler plus tard, tu cartonnes tout, quoi. Pour finir sur les comparateurs de prix, je vais juste donner un exemple, c'est Favi, F-A-V-I, qui cartonne actuellement en Pologne, en Tchéquie et dans plein d'autres pays. Je vous invite à regarder sur SEMrush les stats de Favi. Donc quand on pense que l'algo va couper intégralement des sites comme il l'a fait sur Lion's Home, il faut vraiment se rendre compte que chaque pays n'est pas égal, tout simplement parce que il n'y a pas de concurrence. Pour les guides d'achat, donc c'est un modèle qui a cartonné, disons, de 2014 à 2020, 2019-2020, et qui cartonne maintenant dans des pays où il y a moins de concurrence, comme j'en parlais précédemment. Et c'est typiquement quand tu cherches un aspirateur de table, alors tu vas pas trouver de guide d'achat, sauf dans ces pays-là. Mais en France, pour en trouver, il faudrait taper meilleur aspirateur de table. Donc tu mets meilleur et le nom de la niche, et tu vas trouver assez facilement. Donc ce sont des sites purement rédigés par des SEO qui prennent une niche, comme ça, les aspirateurs de table, disons, ou ça pourrait être perceuse sans fil, enfin, ou coussin d'allaitement, enfin ce genre de tout un tas de niches comme ça, et qui créent un site spécialisé où ils vont mettre les meilleures perceuses sans fil avec telle puissance, telle puissance, telle puissance, telle puissance. Ça fait plusieurs pages, et là ils mettent trois produits Amazon ou autres, et ils font un long texte. Voilà, c'est vraiment le modèle à l'ancienne. Mais forcément, Google comprend bien que c'est 100% biaisé, que ça a été généré par quelqu'un qui n'est pas expert de son domaine, à défaut d'avoir une chaîne YouTube ou des choses vraiment où on se rend compte que la personne s'y connaît très bien. Si t'as pas ça, Google comprend bien que t'as pas d'expertise dans le domaine et que ton avis est biaisé. Donc c'est pas intéressant pour l'internaute. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'affiliation e-commerce? Je vais essayer de faire simple. C'est un site avec une présentation de site e-commerce sur la page d'accueil et la page catégorie, c'est-à-dire que la page de catégorie possède des filtres et une liste de produits qui correspondent à des modèles de produits vendus par des e-commerçants dans le marché voulu, répondant à cette catégorie et étant filtrable selon tout un type de critères de filtre qui sont proposés. En revanche, les fiches produits n'ont rien à voir avec des fiches produits e-commerce. Quand tu cliques sur le produit, sur la page catégorie ou la page d'accueil, tu arrives sur un article journalistique de 1500, 2000 idéalement, 2500, 3000 mots, qui te détaille les matériaux, les caractéristiques, la puissance, le type d'utilisation, le type d'utilisateur, enfin bref, tout un tas d'informations sur le produit de forme journalistique vraiment extrêmement poussée et extrêmement qualitative. Ça, c'est le modèle d'Afficeo, et ces sites, ils sont absolument incroyables. Maintenant, pourquoi ça marche? Comme je le disais précédemment, quand la personne arrive sur la page catégorie, qui est la page qui va rapporter forcément des visites puisqu'elle correspond à des mots-clés importants dans la niche, là, on a des filtres qui vont permettre à l'internaute d'avoir une réponse exacte à son besoin. Donc déjà, ça répond à l'intention de recherche. Mais aussi, en termes de robot, le robot analyse bien les datas qui sont que l'internaute prend du temps sur la page catégorie. Et il n'est pas là juste pour lire un texte rédigé par un SEO, même si précision en dessous des produits, il y a un long texte un peu à l'ancienne, comme les guides d'achat, sur quels seraient a priori les meilleurs produits, les 3 meilleurs produits qui seraient listés là-dedans. Un long texte vraiment modèle à l'ancienne, mais
tout le haut de page, tout ce qu'on voit à l'écran quand on arrive, ça ressemble à un site e-commerce. Et donc, il y a des super bons signaux en termes de la personne reste longtemps et utilise les filtres et scroll et a une interaction avec les filtres. Donc, reste très longtemps et donne de super bons signaux. Au-delà de ça, il faut se rendre compte que tu vas lister 200, 250, 300 produits comme en dropshipping SEO. Donc, tu vas aller taper tous les mots-clés longue traîne, tous les petits mots-clés qui sont super intéressants, qui ont 10 ou 20 recherches dans le pays voulu, et que là, tu vas faire un putain d'article journalistique de 2000 mots sur un produit qui a 10 ou 20 recherches. Donc, forcément, personne n'aura fait ça dans le marché, à part toi. Et c'est le cas même en France. Je peux pas leak les niches sur lesquelles Afficeo il est, mais c'est hallucinant. Il va ranker sur des niches où tu te dis c'est impossible de ranker. Mais tout simplement parce que sur des centaines de produits, il va déjà aller choper des centaines de produits. Déjà, ça, c'est le premier truc. Donc, il va aller choper énormément de jus sur plein de petits mots-clés. Et donc, ça va donner de la patate à la catégorie. Mais en plus, il va vraiment ranker sur ces modèles. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des modèles de produits avec des noms de modèles qui correspondent aussi à des mots-clés recherchés par l'internaute. Et là-dessus, il va être forcément premier, puisque c'est celui qui a fait le meilleur travail sur qu'est-ce que vaut ce produit, pourquoi il est excellent, etc. En fait, il fait un travail de fou sur des mots-clés éclatés. Et donc Google se dit, mais bon, c'est le meilleur là-dessus. Et après, le jus est transmis aux pages catégories, sur lesquelles, en plus, il y a des super bons signaux pour Google. Donc, tout cela c'était juste pour expliquer ce que c'est l'affiliation e-commerce, au cas où c'est pas clair et pourquoi ça marche. Maintenant, sur une niche commune entre dropshipping SEO et affiliation e-commerce, lequel gagne? Bon, a priori, c'est le dropshipping SEO puisque tu vas répondre directement à l'intention de recherche de l'internaute qui est réellement la dernière étape, et Google le sait, que tu as un site e-commerce, et donc que quand on cherche tirelire licorne, forcément c'est plus intéressant de passer par toi, puisque toi aussi, tu as des centaines de produits référencés qui correspondent à des mots-clés, mais au-delà de ça, tu es un site e-commerce transactionnel et que Google sait que la personne qui cherche tirelire licorne veut acheter une tirelire licorne, donc il envoie sur un site e-commerce. En revanche, via un site d'affiliation e-commerce, tu peux faire des choses qui ne sont pas possibles en dropshipping SEO. Tu vas tout simplement aller chercher toutes les recherches liées à une marque ou à un nom de site. Donc tirelire licorne Amazon, tirelire licorne Ikea, tirelire licorne Nature et Découverte, etc., qui sont impossibles à taper en dropshipping SEO. Et donc tout ça va te ramener énormément de jus. Tu vas mettre des noms de modèles s'il y a des noms de modèles qui sont un peu connus. Et forcément, là, tu vas avoir du jus qui va être transmis à la page catégorie. La page catégorie, elle, va transmettre le jus à la page d'accueil. Et donc, tu vas pouvoir, en partie, faire de la compétition. Bon, idéalement aussi, ce qui est cool en affiliation e-commerce, c'est que tu vas taper carrément des niches qui sont pas abordables en dropshipping SEO. Donc tout ce qui est lourd, tout ce qui pourrait être électronique, électrique, qui répond à des normes très spécifiques et donc qui serait difficilement importable depuis la Chine ou difficilement vendable légalement, là tu vas aller le taper en affiliation e-commerce. Il faut bien comprendre que la structure des sites est très proche et que surtout dans les deux cadres, il faut avoir des centaines et des centaines de produits référencés pour aller taper un maximum de mots-clés. Maintenant, par quoi je commencerais si je devais faire un site d'affiliation e-commerce? Il y a le compte MX Bernard, donc MX et Bernard tout attaché sur Twitter, qui fait des threads un peu rigolos tous les jours, qui fait énormément de reach, comme quoi on peut faire du reach et être mainstream avec des sujets techniques, chiants, etc. Lui, il arrive très très bien et son compte est en train d'exploser. Lui, tous les jours, il te sort des exemples de niches qui ont des très faibles difficultés et des bons volumes de recherche. Donc moi, je partirais simplement pas de sites existants, de MFA existants, je partirais directement de SEMrush. J'ai recherché dans tous les pays possibles la liste des niches sur lesquelles tout un tas de gros sites e-commerce sont positionnés. J'irai extraire tout ça et après, je me crée mon propre ratio entre le volume de recherche et la difficulté donnée par SEMrush. Et je vais même être plus précis sur cette question. Je vais être plus précis parce que c'est une problématique qu'on utilise en dropshipping SEO avec BotStart et Baki, puisqu'on crée entre 1000 et 2000 sites par mois, dans pure création, zéro copie,
sur plusieurs pays aussi, donc c'est exactement la même problématique. Et en fait, on se base sur quelque chose qu'on appelle qui s'appelle le KGR, KGR, si vous voulez, Keyword Golden Ratio, donc le ratio du mot-clé en or. Normalement, ça s'utilise pas sur des niches, ça s'utilise sur des pages longue traîne, mais là, ça marche très très bien pour des niches sur le dropshipping SEO et l'affiliation e-commerce. On va prononcer en français pour être moins ridicule, donc on va dire KGR. Donc le KGR, c'est quoi? C'est juste le calcul entre les all-in title. Donc quand tu mets all-in title, deux points, entre guillemets, le nom de la niche, tu as un nombre de résultats qui est donné par Google, bah, tu divises ce nombre de résultats par le volume de recherche du même mot-clé, du même mot, ou de la même expression dans SEMrush, et tu as ton KGR. Tu vas viser des KGR qui sont inférieurs à 10. Déjà, tout ce qui est au-dessus de 10, pour l'instant, tu ne regardes pas. Tu vas surtout te concentrer sur ceux qui sont inférieurs à 3, et encore plus, tu vas prendre directement ceux qui sont inférieurs à 1, parce que ça, c'est banger de ouf. Tu vérifies juste sur les e-commerçants dont tu as l'affiliation. Donc moi, je te conseille de passer par un Quelcou qui agrège tous les e-commerçants dans tous les pays, donc qui est à l'ancienne un comparateur de prix et qui ensuite a bifurqué sur une solution de monétisation d'affiliation pour les éditeurs de sites. Voilà, donc tu passes par Quelcou, c'est le plus simple. Tu regardes aussi sur Amazon ce qu'il y a comme résultat, et tu te demandes si tu vas réussir à peupler ce site avec des centaines de produits possibles. Tu regardes aussi les volumes qu'il y a sur le nom de la niche et des noms de sites e-commerce. Donc, comme je disais tout à l'heure, Tirelire, Licorne, Ikea. Tu regardes les volumes là-dessus, et ensuite tu regardes s'il y a du volume aussi sur des noms de modèles de produits spécifiques. Alors, autant te dire que si la réponse est oui à tout ça et que c'est inférieur à 3, là tu fonces. Je vais faire juste un petit instant publicité. Il y a un tool qui s'appelle OneClickAffy qui a été créé par 0xFTO, qui est quelqu'un que j'avais accompagné ou formé, je sais pas comment on pourrait dire, mais l'été 2022, comme Mehdi, comme Baki, comme Bastart et comme plein d'autres. Donc lui, il a créé OneClickAffy, et c'est un outil où tu mets juste le nom, je sais pas, Tirelire Licorne, t'appuies sur le bouton et ton site est généré directement avec toute la structure de site. Ça définit directement les bonnes catégories. Ça va chercher un logo en intelligence artificielle, une bannière en intelligence artificielle. Ça rédige les fiches, ce qu'on pourrait appeler les fiches produits. Ça rédige aussi la homepage, etc., etc. À savoir que tu peux aussi créer des sites d'affiliation e-commerce via WordPress, comme le fait Afficeo, sauf qu'il le fait de manière un peu artisanale, voilà, en utilisant des solutions de filtres. Il passe pas du tout par des fiches produits, dont il aurait modifié le template pour correspondre à ce qu'il faut. Lui, il passe par des plugins de filtres qu'il doit gérer ensuite à la main, où il doit lister l'intégralité des filtres qu'il faut, comme dans un tableau Excel, on va dire, pour tous les modèles qu'il aura listés. Donc ça marche aussi, c'est un peu toutes les solutions qui sont possibles. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est automatisable? La réponse est oui, évidemment, sinon OneClickAffy n'existerait pas. Et est-ce que l'automatisation fonctionne? Oui, ça fonctionne. À noter aussi, deuxième instant publicitaire, que quand tu prends ton site d'affiliation sur OneClickAffy avec mon lien d'affiliation ou avec celui de MX Bernard, tu as une liste de niches qui t'est proposée, ou tu as au moins un site qui t'est proposé. Voilà, moi je suis pas, j'ai pas de part là-dedans, je suis pas responsable de ça, mais normalement il te file une niche méga banger avec un énorme volume et un taux de difficulté très très bas. Je pense juste qu'ils n'utilisent pas le KGR et qu'ils utilisent directement la difficulté SEMrush, mais qui sont basés sur énormément de requêtes SEMrush pour définir quelles sont les 1000 meilleures niches qui existent au monde et dont ils peuvent apporter une solution à la fois en termes de liens d'affiliation et en termes de solutions techniques via l'IA. Donc voilà, moi je te ferme la petite page de réclame. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'ai plein d'exemples que je vais pas leak ici. Peut-être qu'on va leak à un moment, mais j'ai pas envie de trop emmerder Afficeo non plus, sur des sites d'affiliation e-commerce qui cartonnent. C'est hallucinant. T'as les courbes, SEMrush, je pense que je le montrerai un jour. Des sites à l'ancienne, type guide d'achat, qui sont pourtant rédigés par des SEO experts qui savent très bien rédiger du contenu. Tu vois les sites qui au fur et à mesure se cassent la gueule, et des sites qui sont créés là en quelques mois, en moins d'un an, créés sous la forme d'affiliation e-commerce qui partent en flèche
C'est vraiment ça part de façon exponentielle, c'est hallucinant. C'est pas un hack magique, c'est ça que je veux vraiment expliquer, c'est que ça répond à la fois à l'intention de recherche, mais aussi ça donne des super bons signaux en termes de durée de visite sur la page, parce qu'il y a tous les filtres qu'il faut, et les filtres sont méga précis et c'est super intéressant. Et au final, l'internaute aura le produit qui lui correspond, puisqu'il y a tellement de références, il y a tellement de filtres qui permettent de savoir précisément ce qu'il lui faut. Donc ça, c'est vraiment ouf. Et en plus, il y a un travail de malade qui est fait sur ce qu'on pourrait appeler la fiche produit, sur des requêtes minuscules. Donc tout ça fait ensemble, c'est une solution qui va durer pour au moins 5 ans là. Donc, je vais résumer tout mon blabla. 1, tu cherches le KGR dans 20 pays différents. 2, si c'est possible de faire du dropshipping et que tu es sûr que c'est pas dangereux, que c'est pas lourd et que c'est pas chiant à transporter, tu fais du dropshipping SEO façon Gokudera, façon Botstart. Et sinon, tu fais de l'affiliation e-commerce. Voilà, tout simplement. Je vais juste apporter un petit complément par rapport à ce que je disais. Je citais MX Bernard. Voilà, je peux autant mettre sa vidéo. Pour préciser que c'est pas juste un compte Twitter lambda qui aurait été créé comme je sais pas quoi le nain de Pinterest ou je sais pas quel mec qui fait pas le business dont il parle. Enfin, je suppose qu'il fait pas le business dont il parle, tu vois. Voilà, MX Bernard, c'est un mec qui était parmi les 3 meilleurs de Pyramidial sur 300 personnes l'automne dernier. Donc déjà c'est pas rien. Et il connaît très très bien le dropshipping SEO et comme je le disais, dropshipping SEO où l'affiliation e-commerce c'est extrêmement proche dans l'idée, la façon de trouver les niches, la façon de peupler énormément avec des centaines de produits, etc. Donc c'est très proche. Donc il a une très bonne expérience via Pyramidial de 150 sites de drop SEO d'abord, et ensuite il a expérimenté de l'affiliation e-commerce. Donc c'était juste une précision. Et au-delà de ça, c'est comme toutes les personnes que j'ai formées, enfin tous les meilleurs, Botstart, Baki, ZerixFTO, enfin bref, Reddington, etc., etc. C'est un tueur en scrapping et un tueur en automa. Juste une précision pour pas confondre avec les autres gens qu'on peut voir sur Twitter et dont on sait pas s'il y a vraiment quelqu'un derrière, si c'est une personne derrière plusieurs comptes, si la personne a des compétences techniques ou pas, si la personne fait le business ou pas. Voilà, j'avais cette vidéo sous la main, donc je vous la donne. Ah, et une dernière précision, quand vous voyez OneClickAffy, il faut se dire que le mec qui est derrière ça, il a 24 ans. Je l'ai entre guillemets formé quand il avait 22 ans. Il faut se dire que Botstart il a 23 ans, Baki il a 23 ans, enfin 23-24, et notre autre associé a 22 ans. Il faut se dire que Eloi LJF, donc L-E-O-I LJF, qui est sur Twitter et qui cartonne bien aussi sur niche TikTok, c'est un mec qui gagne sa vie avec TikTok, qui fait pour moi les meilleurs UGC qui existent, donc des vidéos de tests produits qui existent sur TikTok. Il a des chaînes qui cartonnent, qui font des millions de vues à chaque fois. C'est un tueur en TikTok et je crois qu'il a 19 ans. Donc faut vraiment comprendre, enfin je sais pas, j'ai le double de son âge et c'est absolument ouf, et c'est tous des gens qui ont mangé du scrapping, du automa, de la création de sites en masse, etc., qui viennent de la même base. Et voilà. Donc cette base, elle est sur David Blackhat, technique avec un S, c'est gratuit, voilà. Prenez et taffez le truc, et après trouvez votre voie, que ce soit sur TikTok, sur l'affiliation e-commerce, sur les SaaS, enfin voilà. La formation en scrapping, la formation en ce que vous voulez, euh, l'apport d'affaires pour des sociétés en B2B, les TPE, PME, la création de sites automatisés, enfin tout ce que vous voulez. Le print on demand, Botstart est excellent dans le print on demand au-delà du dropshipping SEO. D'après moi, c'est le boss de fin mondial. Mais voilà, il faut se rendre compte de l'âge des mecs. Merci pour les réponses des 3 questions que je t'ai partagées. Là, il y en a 3 autres donc, que je vais te faire, parce que les gens me les ont pas envoyées en vocal, mais c'est pas grave. Donc, la première question, c'est si tu pouvais choisir une seule compétence que tu n'as pas, qu'est-ce que ça serait? L'autre question, parce qu'il n'y en a que 2 en fait, c'est à propos des sites de dropshipping en automatique créés de zéro. Est-ce que tu as trouvé une solution pour renommer les images et modifier les images et les publier sur le site en automatique, ou c'est les images stock d'AliExpress avec des URL de caractère aléatoire? C'est ce que la personne m'a demandé. En gros, le fait-il vraiment de A à Z? Est-ce que tu le fais vraiment de A à Z jusqu'à la modification des images, du fond et le renommage des images, et l'import où tu te contentes de le faire le minimum et d'envoyer des images stockées sans les modifier? Voilà. Donc après, on reprendra un petit peu le cours de l'interview. Donc merci pour ton temps en tout cas. Première question super simple. Je suis incapable de faire des vrais SaaS et je suis incapable, encore moins, de faire une startup. Voilà, une vraie startup. C'est clairement des trucs que
que je ne sais pas faire, que je n'ai pas envie de faire. Parfois, il y a une petite frustration de me dire, ah bah, en fait, tel ou tel dev, je l'avais dans mes DM et j'avais l'idée, parce que généralement les idées peuvent venir de moi, etc. Mais je suis incapable dans l'exécution d'aller choisir ce qui va se passer quand je clique sur le bouton machin, ça m'emmerde. De base, quand j'étais salarié, c'était mon métier, mais j'ai vraiment plus envie de faire tout ça, donc même si je voulais, j'en suis incapable. J'ai plus la force de me focus sur ça, penser à l'expérience utilisateur, pas du tout. En revanche, ce que je vais faire cette année, c'est sortir tout un tas d'outils avec des gens dont c'est la passion, par exemple, je sais pas, le SEO, etc. Et en revanche, on va pas le faire sous forme de SaaS classique. On va faire des trucs qui marchent pour gagner de l'argent. Quand tu appuies sur le bouton, tu peux gagner de l'argent, mais ce sera pas chiadé en termes de design, de landing page, etc. Ça, vraiment, ça m'intéresse pas, quoi. Je vais juste apporter une nuance à ce que je viens de dire, mais ça rejoint la note vocale où je parlais des débutants. Et la première phase, c'était de se connaître soi-même. Bah voilà. Moi, je connais mes forces, mes faiblesses, et je suis assez en désaccord avec le fait de sortir de sa zone de confort. Je trouve qu'il faut au maximum rester dans sa zone de confort. Or, bon, ça veut pas dire que tu n'auras pas de l'inconfort dans les parties administratives, comptabilité, financière, etc. Mais en tout cas, quand tu restes dans ce que tu sais faire, ce qui correspond le mieux à ton profil, c'est là où tu t'éclates, quoi. Et essayer de se changer, c'est un peu dommage. Même si, à contrario, de temps en temps, je fais des tests. Je me dis, j'ai jamais fait de copywriting, je vais tester une landing en copywriting et vendre un truc. Ok, et en fait, ça fait sauter des barrières où je me dis, ça, je suis pas capable. Et à chaque fois que je le fais, bah, je vois que ça marche. Donc, je me dis, ah ouais, en fait, on nous a vendu ça comme un truc de ouf, mais c'est de la merde. Enfin, c'est assez facile de gagner de l'argent en racontant une histoire, quoi. Bref, tout ça pour dire que peut-être que j'aimerais bien avoir cette capacité, mais c'est pas le cas. La seconde question, je trouve que c'est une erreur quasiment de débutant de réfléchir comme ça, qui est, en gros, tu as une vision de ce que devrait être un site de dropshipping et tu te poses la question de est-ce que tu as fait tout le process ou pas. En fait, c'est pas du tout la question. La première question, c'est est-ce que j'arrive à lancer des sites sur des mots-clés qui vont récupérer un max de trafic? Oui ou non? Ok. Est-ce que je vais être considéré comme spam par Google? Oui ou non? Ok. Ensuite, est-ce que ça fait des visites ou pas? Est-ce que mon site est indexé? Est-ce que j'arrive à référencer mon site avec des backlinks? Oui ou non? Ensuite, bah, tu te poses toutes les questions. Est-ce que j'ai des ventes? Et à ce moment-là, tu te dis, mais euh, imaginons que tu as beaucoup de visites et que tu as un problème de conversion. La conversion peut avoir un souci d'image. Mais quel serait le problème de base d'avoir des photos AliExpress sur un site tchèque? Mais en fait, t'en sais rien tant que tu l'as pas fait. Donc, essaye déjà de lancer comme ça, avant de chercher le process de malade de A à Z. Et pour être plus précis, oui, on a une solution. C'est une solution assez connue d'ailleurs, qui est pas remove.bg, mais qui est une solution très connue. Et donc, oui, on a une solution et on a des automates pour ça. Et d'ailleurs, pas que des automates, des scripts aussi pour retirer le fond de ce qu'on appelle la featured image sur WordPress, c'est-à-dire l'image principale du produit, tout simplement. Sauf que c'est vraiment pas notre priorité, puisqu'on sait que Google déjà s'en occupe très bien et mâche déjà nos sites très très bien. Donc tant qu'il y a des visites, tout va bien. Pour les noms des fichiers, bon, c'est extrêmement simple sur WordPress. Pour les alt des images aussi. Donc tout ça c'est géré. En revanche, la gestion du fond, de l'amélioration des images, on a tout un tas de process, ça utilise de l'IA tout simplement, pour faire ça, pour modifier les images, pour les mettre en valeur et pour retirer le fond. Sauf que c'est vraiment pas la priorité et c'est même mal à réfléchir de penser comme ça en fait. Faut vraiment comprendre la logique, c'est que si tu arrives à lancer 1000 ou 2000 sites qui sont extrêmement moches mais qui font de l'argent, pourquoi essayer de faire un truc nickel, tu vois? Tu peux te dire, ouais, mais ça gagnerait plus d'argent. Bon, déjà, ça, tu le sais pas. Et pourquoi tu te focuses pas sur lancer 10 ou 20 000 sites, tu vois? Donc, à partir de là,
Tant que ça marche, tu continues, et si à un moment ça bloque, il faut avoir les solutions. Et ce qui est cool, c'est qu'on a toujours 2 coups d'avance, parce que, d'ailleurs, on peut le voir dans l'interview de Botstart dans Podfast sur YouTube par Baki. En fait, tous les 4, on joue aux échecs, donc on essaye toujours d'avoir 2 coups d'avance. C'est vraiment le truc quand on veut se détendre tous les 4 ici à Barcelone. Une partie d'échecs, et ça permet d'avoir le cerveau préparé au fait d'avoir toujours 2 coups d'avance. Donc on a les solutions pour modifier les images, évidemment. Attendez les mecs, il y a 4 options. Il y en a une à 26%, l'autre à 21%, l'autre à 26% et l'autre à 27%. Vous pouviez pas choisir juste un truc en majorité? Bon, je crois que je vais répondre à tout. Il y a 27% pour comment devenir mon associé. Je vais distinguer 2 choses, pyramidal et les gens que je considère réellement comme mes associés. C'est-à-dire que dans le discours, effectivement, et même dans les faits, on est associé sur pyramidal, donc qui est un outil qui permet de copier des sites de dropshipping SEO et sur lesquels on va faire un rev share. Mais c'est pas le sens quand je dis associé. Quand je parle d'associé, je parle de Baki, Botstart, MX Bernard, Eloi, LGF et tout un tas d'autres personnes avec qui j'ai des projets en commun. Et c'est pas juste comment utiliser un outil pour copier des sites. C'est plutôt comment créer l'outil pour copier des sites, ça on serait associé, ou comment faire des milliers de sites ensemble, là on serait associé. Mais voilà, je voulais juste distinguer pyramidal, où dans les faits, effectivement, on est associé parce qu'il y a un rev share, mais là je parlais des vrais associés, ceux qui connaissent ma famille, etc. Les vraies personnes avec qui je crée des boîtes, quoi. Il y a un point commun avec toutes les personnes avec lesquelles je m'associe, c'est qu'elles maîtrisent toute l'automatisation et le scrapping. C'est vraiment la base des bases des bases. Et il n'y a aucune personne avec laquelle je bosse qui ne maîtrise pas ces 2 sujets. Je vais donner des exemples différents. Il y a Baki, Botstart, qui eux viennent de la formation gratuite, l'accompagnement gratuit que j'avais fait en l'été 2022. Donc il y avait aussi Mehdi qui fait partie des intervieweurs, il y avait 0x FTO, il y avait Axel SEO, AXL _SEO. Il y avait tout un tas de personnes, bon je crois que j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Et les plus récents, type Eloi LGF, MX Bernard et d'autres que vous allez bientôt voir, sont des gens qui avaient acheté la formation David Black Hat en mars dernier et qui ont réussi dans leur domaine. C'est-à-dire que Maxime il a réussi, donc MX Bernard, dans l'affiliation et dans le dropshipping aussi, puisque c'était un des meilleurs de pyramidal. Et Eloi, lui, il a cartonné TikTok, mais en utilisant tous les 2 des techniques d'automatisation et de scrapping qui sont toujours la même base. Donc c'est vraiment le même profil à chaque fois. Je vais prendre un autre exemple, c'est Wallace 00x, je crois, sur Twitter, qui vient de mettre un petit pouce sur une des notes vocales précédentes, qui lui fait du resell de luxe. Donc a priori ça n'a rien à voir. Et pourtant la façon dont on spam sur Vestiaire Collective en créant des centaines de comptes, en utilisant l'IA pour modifier les images, en scrapant l'intégralité de Vestiaire Collective pour savoir ce qui se vend et les produits qu'on doit acheter, c'est exactement le même modèle à chaque fois. Il y a de l'automatisation, il y a du automa aussi pour faire des auto-likes, pour péter l'algo, etc., etc. Donc c'est toujours la même chose. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un qui était dans le groupe en 2022 et je vais raconter un peu son histoire. Je rappelle, le groupe en 2022, c'était un groupe qui était formé gratuitement pendant 3 mois, tous les jours, avec les vidéos qui ont ensuite été publiées maintenant sur ma chaîne YouTube David Black Hat Technique, mais l'année dernière dans une formation payante. Donc à cette époque, parmi les 100 personnes que j'ai accompagnées, il y avait un gars qui avait déjà un enfant, qui devait avoir autour de 26 ans et qui bossait à l'usine. Il a été formé donc aux techniques de scrapping, d'automatisation, et après j'avais pris les 15 meilleurs selon moi, et j'avais décidé de faire un groupe où on poussait les comptes de chacun. Et c'est pour ça que vous verrez, ils ont tous, pour la plupart, 4000, 5000, 8000, 9000 followers, parce qu'on avait bourriné à cette époque en faisant des threads, des groupes communs pour pousser les uns les autres, et donc leurs comptes avaient tous grossi très très vite. Et donc lui aussi il faisait des threads qui pétaient dans tous les sens, et il avait plein de followers. À un moment je me suis donc associé réellement, c'est-à-dire
ok, les mecs ont créé des sites ensemble et ont créé des boîtes ensemble, avec Baki, Botstart et un troisième, les trois meilleurs selon moi. Et lui, il y avait des trucs dans sa vie perso qui allaient pas trop. Donc, il est toujours avec sa femme, il a toujours son enfant, tout va bien. Mais il y avait, le travail à l'usine était extrêmement harassant, il se posait plein de questions. Et en gros, il a, entre guillemets, rage quit, donc il a totalement arrêté, il a fermé son compte Twitter, et il a arrêté tous les trucs qu'on pouvait faire, alors que pendant le même temps, il y a Reddington qui a sorti une formation web scrapping mastery, je crois, sur le scrapping. Il y a ZeroXFTO qui commençait à faire ses SaaS. Il y a la Macaque University qui naissait, etc. Quelques mois plus tard, j'ai été au courant qu'il avait fait une formation, moi j'appelle ça les formations type Pôle emploi, mais voilà, une formation sans trop de prétention sur apprendre à devenir développeur. L'année dernière, en mars, il y a donc eu les vidéos qui sont maintenant sur David Black Hat Technique, et on s'est enfermé dans une maison à 4, avec les 3 associés, Baki, Botstart et le troisième, pour tourner toutes ces vidéos. Et on n'était pas loin de chez ce mec, et on lui a proposé de venir, et pareil, il n'était pas dans un bon mood pour venir, donc après on n'a pas eu de nouvelles pendant très longtemps. Assez récemment, il est rentré en contact avec moi, et depuis, il avait suivi un bootcamp assez réputé à Paris sur du no-code, et maintenant, il est, je sais pas comment on dit, on va dire dev, mais c'est pas dev justement parce que c'est du no-code, donc spécialiste no-code, que ce soit sur Make, Flutterflow, Bubble, Zapier, etc., dans une startup de la station F, et c'est son taf maintenant à temps plein, quoi. Tout ça pour dire que sur une même base, dans un même groupe, il y a plein de façons de faire très différentes, et qu'il y en a un qui peut créer une formation scrapping, donc une formation geek. Il y a Botstart aussi qui est une formation geek Automa Web School, sur lequel je vais faire un module sur toutes mes techniques de copier-coller en dropshipping. Il y a ZeroXFTO qui lui a choisi de faire des SaaS. Il y a Baki qui travaille avec nous sur les backlinks, mais donc il automatise les backlinks, mais qui, en dehors de ça, a automatisé la création de sites vitrines et le spam des TPE en France, en Allemagne, en Italie, etc. Et il y a plein d'autres façons de faire. La macaque, ça existait aussi, et pour le coup, les gens se plaignaient pas pendant des mois. Il y a vraiment plein de modèles qui sont différents et qui fonctionnent. Et il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Au Bonheur Déjà, donc D-E-J-A, Au Bonheur Déjà, qui est Azad, qui a été interviewé sur les podcasts, qui a pris la formation l'année dernière, qui a compris les vidéos de Baki sur le scrapping d'annuaire, et qui a décidé de segmenter les millions d'emails qui pouvaient être présents là, et les millions de TPE, PME dans plusieurs pays. Il a tout segmenté, il a créé des offres autour, et il a pété le score en faisant un max de cash avec ça, quoi. Donc il y a plein de profils différents, et c'est des profils que j'adore parce qu'ils font des choses différemment de nous, enfin différemment de moi, mais sur la même base technique. Pour les projets actuels, je vais préciser mon état d'esprit cette année. Je vais distinguer ce que les gens veulent et ce que les gens peuvent. Donc d'abord, on commence par ce que les gens veulent. Ce que les gens veulent, c'est gagner de l'argent en ligne via une solution magique. Par ailleurs, beaucoup de gens se rendent compte du marché américain qui évolue vers Hormozy, Amovens, avec énormément de contenus gratuits et énormément de valeur délivrée dans ces contenus gratuits. Le problème maintenant, c'est ce que les gens peuvent. Comme j'ai déjà raconté dans les notes vocales précédentes, les gens choisissent les objets brillants qui ne correspondent pas à leur profil. C'est déjà la première erreur. Et ensuite, comme j'ai déjà expliqué aussi, ils regardent pas les formations en entier, ils appliquent pas en entier, ils s'associent pas avec assez de gens pour faire suffisamment de tests dans un minimum de temps assez vite, ils automatisent pas, ils scrapent pas, ils s'associent pas avec des devs. Bon bref, toute l'histoire j'ai déjà raconté. Donc le premier projet pour moi, c'est de reprendre Pyramidal, puisque les gens n'ont pas été capables d'appliquer les scripts de Botstart, puisque c'était trop complexe, ça demandait trop de langages différents, et c'était pour des profils ultra geeks, et même pour eux, c'était trop compliqué, puisque le profil il peut être geek, ils peuvent réussir à faire tourner les scripts. Alors déjà, ça c'est très peu de personnes, mais au final, il y a aussi du SEO à faire. Et quand tu t'es fané un gros travail quand même de catégorisation des produits, que tu as dû en plus faire la technique, alors là il reste quasiment plus personne, et que derrière on me dit bon bah maintenant c'est que le début, il faut faire les backlinks, et tu vas devoir en faire tous les jours, tout le temps en continu. Là il y a vraiment plus personne. Et malgré ça, tu as quand même des gens qui arrivent à faire plein de sites qui font 100, 200, 500 ou 1000 visites, et déjà ça c'est extraordinaire. Alors qu'ils ont pas fait le taf de catégorisation propre,
Et encore, ça va, mais en tout cas, les mots-clés produits, ils les ont pas du tout réadaptés. Et il y a 0 backlink. Il n'y a pas un putain de mec qui a fait un backlink sur Pyramidia. Donc déjà, là, ça révèle un potentiel qui est absolument ouf. Donc moi, j'avais confiance, mais où là, j'ai des exemples tangibles de gens qui ont suivi Pyramidia, les premières vagues, et qui ont réussi à sortir des sites qui font plein de visites. Donc ça, je vais pouvoir le montrer à des gens pour qu'ils voient que là, avec une techno qu'on est en train de faire avec Yomax 75, qui fait absolument tout à leur place, c'est facile. Il n'y a plus qu'à faire les backlinks, parce que si un mec arrive à faire des sites à 200, 300, 500 ou 1000 visites sans faire un putain de backlink, imaginez avec des backlinks, et sans faire le travail de catégorisation des, euh, des produits, enfin, si ça va, mais en tout cas pas les mots-clés produits. Et or, il y a des choses assez faciles à mettre en place pour modifier les mots-clés produits et améliorer la pertinence. Là, il n'y a aucune pertinence et aucun jus qui vient des produits et aucun jus qui vient des backlinks. Donc tu te dis, mais les visites, elles viennent d'où? Comment ça se fait que Google mâche ça? Google mâche ça parce qu'il n'a pas mis sous la main. Donc là-dessus, mon premier projet, c'est de reprendre Pyramidial avec le dev et de prémâcher absolument tout le travail en appuyant simplement sur les putains de boutons. Je repars du postulat que les gens veulent pas payer. Bon bah ok, ça va être du cher. Par ailleurs, il y a déjà des centaines de personnes qui ont pris la formation Automa Web School de Bostart, qui se sont formées à Automa. Pour eux, on va faire une formation qui est en plus, quoi, enfin, sans payer d'upsell ou rien. Et ça, je suis en train de la tourner en ce moment, sur comment faire les sites copies en dropshipping eux-mêmes. Et le tout en utilisant principalement Automa, mais ça peut être des scripts. Voilà. En gros, c'est du Pyramidial, la première vague, sauf que là, les gens, ils l'ont déjà, puisqu'ils ont déjà acheté la formation. Et justement, là, ils doublent le prix, parce que on n'a pas besoin de donner ça à tout le monde. Le but, c'est de pousser Pyramidial avec l'outil, parce que c'est là-dessus qu'on fait un rêve cher, et c'est là-dessus qu'on va manger. Donc là, le fait de doubler le prix, ça fait que, bon, on sait qu'il y aura très peu de personnes qui auront la foi de payer ce prix-là pour une formation Automa. Et donc, on s'assure que c'est les mecs qui ont déjà payé, qui auront accès à ces vidéos et qui sont déjà formés à Automa. C'est pas des nouveaux arrivants qui arrivent juste pour la partie dropshipping, c'est les gens qui ont déjà payé toute la formation Automa avec les 11 modules qui étaient là précédemment et à qui on fournit les scripts et donc ça correspond bien à l'audience qui a acheté. Je suis allé voir plusieurs personnes qui font du business web et qui gagnent leur vie avec leur business et sur des business différents. TikTok, l'affiliation, dropshipping SEO, Google Ads, etc. Je leur ai demandé où étaient les pain points de leur profession ou de quelqu'un qui voudrait débuter dans cette profession, quels les soucis qu'ils rencontrent techniquement. Ensuite, j'ai trouvé des devs pour répondre à tous ces petits pain points sur des outils différents, des petits outils sans prétention, mais qui répondent vraiment à des gros problèmes qui sont rencontrés par les gens qui veulent rentrer dans ces business. Et donc là, cette année, alors on peut appeler ça des SaaS, mais c'est pas aussi joli qu'un SaaS, sauf que ça répond à une vraie problématique pour gagner de l'argent dans ces domaines-là. Je vais donner quelques exemples, même si ça fait un peu spoiler et il sera peut-être pas content. Et par exemple, Baki il crée des sites vitrines, donc les sites lambda vitrines comme on pouvait faire quand on avait 15 ans pour le fleuriste du coin, quoi. Sauf que lui, il s'est scrappé des annuaires, et il avait fait une vidéo l'année dernière qui avait bien marché, justement qui avait servi au bonheur déjà dont je parlais tout à l'heure, et qui permettent de récupérer énormément d'emails et de sociétés dans plusieurs pays. Mais dans cette vidéo, il faisait tourner un script, je sais plus si c'était du Python, du Linux ou je sais pas quoi, et pour la plupart des gens, c'était du chinois. Au bonheur déjà, lui, il a réussi, et en plus, il était bon pour savoir quoi vendre, mais la plupart des gens, pour eux, c'était imbitable, quoi. Donc plutôt que casser les couilles aux gens à scraper des annuaires pendant des semaines et des semaines et déjà réussir à faire tourner les scripts, etc., autant leur fournir un petit outil sans prétention qui contient déjà toutes les listes avec des filtres et des éléments qui ne sont pas présents sur les annuaires, en plus, qu'on aurait scrapé sur les sites des gens. Baki, il a tout un tas d'emails, de prospection et de relance qui sont super intéressants. Autant les fournir ces templates à des gens via un petit espèce de GPT, quoi. Il dispose d'un script qui permet de créer des super sites vitrines pour les clients et qui revend pas très cher, genre 1500, 1700 euros. Là encore, il suffit de fournir un outil aux gens qui lui permettent de créer un tel site. Donc voilà, fournir tout un tas d'outils qui répondent à des pain points particuliers, sans une grande prétention de SaaS, etc., mais qui répondent à une vraie problématique. Et comme ça, il n'y a plus de grandes formations payantes avec des folles promesses. Il y a des outils qui répondent à des pain points et qui sont accompagnés d'un groupe totalement offert avec les outils
Bah attendez, je vais vous expliquer d'où ça me vient toutes ces idées. En gros, en juin dernier, j'ai fait 2 conférences, une en anglais, une en français, pour Minea, pour le club Minea. Donc Minea, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un AdSpy, un espion publicitaire, un petit outil qui permet de trouver toutes les publicités en dropshipping faites sur Facebook, TikTok, peut-être Pinterest aussi, je sais pas. Et il y a un autre truc, quoi, Facebook, enfin, etc. L'un des propriétaires de ce SaaS, c'est Yomi Denzel. Et donc moi je suis intervenu dans le club qui se divise avec la partie anglophone et la partie française pour faire 2 masterclass où j'ai montré aux gens comment j'automatisais Minea, comment j'arrivais à copier les sites, etc. Et je me suis dit mais c'est ouf parce que au-delà des intervenants comme ça, ils font énormément de contenu gratuit de très très haute qualité qui pourrait être des formations, mais totalement offertes dans les SaaS. Et là je me suis dit mais en fait ils ont tellement raison puisque les gens viennent avec l'outil et ils sont accompagnés de A à Z pour réussir avec l'outil, donc ils vont forcément rester et utiliser l'outil tout le temps en fait. Et ça évite le côté vendeur de rêve, donc qui correspond en plus pas au caractère d'un Baki par exemple, d'un Eloi, etc., de MX Bernard non plus. Donc à chaque fois ils vont créer des outils, puis fournir tout le contenu avec, je sais pas si on a le droit de dire gratuit quand on paye l'outil, mais offert, on va dire, avec l'outil. Et des cas d'études toutes les semaines, des vidéos qui seraient l'équivalent d'une formation payante, mais tout ça offert avec les outils. Et donc j'ai convaincu, on va dire, tout un tas de personnes différentes dans plein de domaines différents, de à la fois les faire grossir sur Twitter pour trouver une audience, les faire grossir sur TikTok et utiliser des templates en commun, des devs en commun pour lancer un maximum d'outils qui répondent à chaque fois à des pain points pour gagner de l'argent. C'est très important. C'est pas du tout des SaaS pour faire des trucs ludiques, pour faire je sais pas quoi, des vidéos un peu rigolotes. Pas du tout, pas du tout. C'est à chaque fois des trucs faits pour gagner de l'argent. À telle étape, il y a un problème. Ok, ben on résout ce problème et on cherche pas à faire le SaaS ultime qui fait absolument tout. Et au-delà de ça, vu que les gens veulent du gratuit, là je viens d'ouvrir le groupe Castapus sur Telegram, David Blackcast comme podcast à la fin, où on va interviewer des gens comme là je suis interviewé sur des questions très précises, techniques ou business, mais extrêmement précises et pratiques, et les mettre entre guillemets en contradiction avec ce qu'ils peuvent annoncer pour vendre des formations. Justement, aller creuser un peu plus. Donc rester dans du gratuit à fond toute l'année, quoi, et puis les années prochaines aussi. Et c'est marrant parce que toute cette explication, j'en parlais tout à l'heure en privé avec Afiseo, et on disait exactement la même chose. Ce qu'il faut aux gens, c'est des outils avec un bouton magique qui fait absolument tout à leur place, parce que techniquement, sinon c'est trop complexe à chaque fois. Et en revanche, il leur faut quand même un support vidéo qui est offert avec ça, parce que sinon ils seront perdus avec les boutons, etc. C'est vraiment le modèle Minea que je trouve super, quoi. Bon, en revanche, Minea, c'est joli. Moi, je fais pas forcément des trucs jolis. Je fais des trucs qui marchent. Quand on appuie sur le bouton, ça fait, par exemple, la réécriture des fiches produits, l'import par API dans WordPress. Ça peut faire la modification des images, centralisation des commandes sur une même plateforme, etc., etc. Mais c'est pas forcément joli. Je préfère prévenir. Et force pour cette année à tous ceux qui vendent des formations en ligne, qu'ils vont avoir en face d'eux des gens qui offrent à la fois des formations gratuites, 100% gratuites, juste en donnant son mail, de très haute qualité. Je vous invite à voir celle de Hello LGF. Et qui auront des outils pour répondre à des problématiques de scaling, pour aller plus vite, plus fort, tester plus tout le temps, avec une formation continue offerte dans les outils. Ça va être compliqué pour les vendeurs de rêve, je pense. En tout cas, c'est l'objectif. C'est de se dire, bon, bah, tous les mecs, parfois que j'aime bien, hein, des mecs que j'ai poussés, etc., qui vendent des formations, ouais, bah, en fait, le marché il est en train de changer. Il y a des gens qui gagnent aussi leur vie là-dessus, qui vont débarquer avec des outils et qui vont offrir tous les conseils au sein de l'outil, vraiment sur le modèle de Minea. Je trouve que c'est le mieux, quoi. Et j'ai absolument rien contre les vendeurs de rêve, c'est juste que moi je suis plus Minea que Yomi, et pourtant Minea appartient en partie à Yomi, mais c'est une approche qui me correspond mieux et qui correspond mieux aux personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, quoi. Créer des outils pour répondre à des problématiques et offrir dans un club qui accompagne l'outil tous les conseils qui pourraient être donnés d'informations de Yomi, quoi. Donc il y a moins à fausser le côté regarder combien je gagne d'argent, des dashboards, des trucs de luxe, etc. Non, non, il n'y a pas du tout ça. Regarde mon outil, il me permet de faire ça. Et ensuite,
au quotidien, je vais t'accompagner dans l'utilisation de mon outil pour scaler et tester au max dans le marché que tu souhaites. Le gros intérêt, c'est que comme Minea, contrairement à Yomi, là tu peux l'internationaliser très vite. C'est-à-dire que tu crées un club en anglais et c'est beaucoup plus intéressant. Alors que faire une formation et faire son personal branding en anglais en débarquant de nulle part, on peut voir, Yomi l'a jamais fait, alors qu'il aurait pu casser Internet dans plein de pays, quoi. Alors la question, elle peut se comprendre de deux façons. Soit le moins de 16 ans, quand j'avais effectivement 16 ans, c'est-à-dire au début des années 2000. Là-dessus, je me conseillerais pas grand-chose, puisque je pense que c'était une époque différente et que la plupart des gens qui ont réussi au début des années 2000 ne réussissaient plus déjà 10 ans plus tard. Donc je trouve que je suis vraiment arrivé à la bonne période. En revanche, qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui a 16 ans maintenant? Déjà, je pense qu'il faut avoir la base, c'est-à-dire le resell de base Vinted, c'est vraiment une super expérience. Apprendre à acheter quelque chose et le revendre, c'est vraiment le top. Ça te débloque des barrières mentales qui sont incroyables. Quand tu vois que tu peux aller dans un magasin où tout le monde a accès, acheter un produit, le mettre en ligne et le vendre plus cher, là tu comprends que le jeu il est simple. Et après, de l'automatisation. Webscraper.io, c'est gratuit. Automa.site, c'est gratuit. Make, et surtout Bubble en no-code. Et là-dessus, suivre un peu tout ce qu'il y avait dans les notes vocales sur les débutants, définir son profil, tester des choses, rassembler des équipes, automatiser, trouver les pain points, créer des petits outils, des petits SaaS, créer une communauté. Ça, c'est facile. Enfin, je le montre en continu, quoi. On fait pop des gens sur X extrêmement facilement. En un mois, 2 mois, ils ont 3000, 4000 followers. C'est vraiment très simple. Et s'associer avec les bonnes équipes. Mais en vrai, là, quelqu'un qui a 16 ans, il devrait quasiment se focus à 80% sur le Web3, quoi. C'est une grosse lacune pour moi, mais je pense que les gens de 16 ans, d'ailleurs, n'ont pas besoin de mes conseils. Toute cette génération qui a grandi avec Yomi, les NFT, etc., n'a aucun conseil à prendre de moi. C'est plutôt moi qui ai à prendre des conseils auprès d'eux, et c'est pour ça que je m'associe avec des gens qui ont 15-20 ans de moins que moi, quoi. Et vu qu'on va conclure, j'aimerais juste répondre aux questions auxquelles j'ai pas répondu dans le sondage, puisque les votes étaient à peu près identiques pour chacune des 4 questions. Juste pour donner un ordre d'idée sur les projets actuels, donc en dropshipping, pyramidal, ça va être, je pense, 300 personnes qui vont faire 150 sites, c'est vraiment l'objectif. Donc ça fait 45 000 sites qui vont naître là ce printemps. Et en même temps, on a identifié avec le dev, donc Yomax75, que vous pouvez suivre sur X, on a identifié plein de nouveaux sites en dropshipping que j'avais jamais copiés, notamment tous les sites WordPress, parce que moi j'ai copié uniquement des Shopify, et donc on va relancer, je crois, 20 000 sites, un truc comme ça. Donc là c'est imminent, ils sont déjà retranscrits dans les autres pays, c'est prêt, quoi, hébergé et tout. Donc là on va lancer 20 000 sites, et en parallèle avec l'équipe on continue de lancer 1000-2000 sites par mois et régler tous les micro tâches qu'on a à régler à chaque fois qu'on voit un truc qui nous plaît pas, quoi. Donc ça m'amène sur le point de création versus copie. Il faut bien comprendre que la création sera toujours largement supérieure à la copie. C'est juste que on avait fait un thread où on l'expliquait. Si tu n'arrives pas à automatiser la création, fais de la copie. Parce que la copie est extrêmement simple à faire, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, etc., sur dropshipping. La copie, tu trouves un élément un élément qui marche, enfin un site qui marche, une chaîne qui marche, etc., un compte Twitter qui marche, et juste tu le retranscris dans un autre pays. C'est vraiment le plus simple. Mais après, si tu arrives à automatiser la création, c'est largement mieux, évidemment. Enfin, la question de l'organisation du travail, vous l'entendez, je suis tout le temps dehors. Là, je suis encore avec le bébé dehors. Donc je travaille très très peu, voire quasiment pas. Il y a juste en ce moment où d'habitude je refuse par exemple toutes les interviews. Là, j'ai accepté celle-là. C'est pas vraiment un travail, mais c'est au moins des notes vocales, sachant que normalement je ne fais absolument rien. Et je suis en train de finir le module numéro 12 sur Automa Web School, donc la formation Automa de BotStart. Je vais faire un module entier sur le copier-coller des sites en dropshipping. Comme ça, on finira avec ce sujet
Et c'est un sujet dont j'ai assez parlé pendant des années. Il y aura Pyramidal d'un côté et Autonoma Web School de l'autre. Puis voilà, pour tous ceux qui ont des questions, ce sera soit dans l'un, soit dans l'autre, mais j'aborderai moins ce sujet. Et voilà, c'est un peu les trucs du moment. Je suis en train de faire ça, j'accompagne, comme je disais, une dizaine de personnes, à la fois sur Twitter, mais à structurer pardon pour le bruit, à structurer les outils qu'ils sont en train de développer pour leur niche, les formations qui seront offertes avec les outils, etc. Donc voilà, c'est un peu les trucs, mais normalement je fais vraiment rien. Là, j'essaie de me focus pendant 1 ou 2 mois à charbonner un peu, même si finalement je suis beaucoup dehors. Et en temps normal, vraiment, je fous absolument rien. Je travaille même pas 1 heure par jour. Mes journées, c'est me lever à 7h et quelques, douche, se brosser les dents, café, préparer le petit-déj de ma fille, l'habiller, l'amener à l'école. Après, je traîne un peu. Quand les gars sont là, on va à la salle de sport. Les gars, donc c'est mes associés, c'est Baki et Podstart. Quand ils sont pas là, il y a par exemple Sorcier de l'Icom qui est là, donc on va prendre un café avec ma femme tous les jours, où on va traîner dans les rues de Barcelone, on va marcher pendant 2 heures avec le bébé. Après, c'est le temps de rentrer faire à manger, d'aller chercher la petite le midi pour pas qu'elle aille à la cantine, rester 2 heures avec elle au parc pour jouer et faire un pique-nique. Et après, le temps de rentrer, me poser vite fait. Soit j'écoute des espèces de podcasts, soit je fais des tweets, un thread, un machin. Et après, je vais chercher ma fille à l'école. C'est déjà l'heure, la journée est finie, on va au parc jusqu'au soir.